Donc, je m'appelle Francis Eustache, je suis neuropsychologue clinicien de formation, et puis je suis devenu professeur, chercheur. Je dirige maintenant une unité de recherche de l'INSERM, de l'École pratique des hautes études et de l'Université de Caen, Basse-Normandie. C'est une unité de recherche qui travaille sur la mémoire humaine et ses maladies, notamment la maladie d'Alzheimer, et qui utilise différentes techniques, des techniques comportementales, de neuropsychologie, des questionnaires, des tests, certains spécifiquement construits pour répondre à un problème spécifique. Et puis différentes techniques d'imagerie cérébrale, IRM, TEP, imagerie par résonance magnétique, tomographie par émission de positons, et également des techniques électrophysiologiques. Alors aujourd'hui, c'est une unité qui est importante, qui comprend 3 équipes de recherche, 80 personnes, donc, dans un centre de recherche qui s'appelle Cicéron, et donc avec des programmes de recherche assez variés, qui vont de la biologie ou de la neuroimagerie, par exemple des plaques amyloïdes, vous voyez, des problématiques à la limite de la neurobiologie, avec l'utilisation également de différents paramètres biologiques, ce qu'on appelle aujourd'hui les biomarqueurs, et puis jusqu'à des projets qui sont beaucoup plus proches des sciences humaines, par exemple les liens entre mémoire individuelle, mémoire collective, ou les liens entre mémoire-identité, ou modification de la mémoire, modification de l'identité, et qui sont des thématiques où là on est beaucoup plus près des sciences humaines. Donc ce qui rejoint les thématiques de l'unité, c'est l'étude de la mémoire humaine, avec ces grandes approches de neuropsychologie et de neuroimagerie. Mais il y a vraiment deux grands vecteurs, et on essaie de faire en sorte de garder une cohérence à tout ça, que les gens travaillent ensemble, que les neurologues, les psychiatres, les médecins, les neurobiologistes, les psychologues, toutes les disciplines qui se côtoient dans l'unité ou en collaboration avec d'autres unités, et conserver cette cohérence. C'est ce qui en fait, je crois, la richesse. On commence à avoir en neurosciences, en neuropsychologie, en neurosciences, des méthodologies, des modèles théoriques qui rendent compte de cette transformation des représentations mnésiques au fil du temps, sur des temps relativement longs, c'est-à-dire de l'ordre de quelques mois, voire d'une année. Comment cette transformation elle existe, et comment elle est indispensable. Elle ne se fait pas au hasard, c'est pas simplement un oubli tout bête, c'est pas simplement un effacement comme ça, un effritement qui n'aurait pas de signification. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil, qui est lié à l'individu. Et là où je fais intervenir les disciplines sciences humaines, c'est que dans beaucoup de cas, si on veut être au plus proche de la vérité, on ne peut pas s'en tenir à une seule modification individuelle. À savoir que cet événement, surtout si c'est un événement largement partagé, plus encore si c'est un événement largement partagé, un événement quasi historique, un événement qui a eu un retentissement dans la société, avec la puissance en plus des médias aujourd'hui, eh bien, cet événement, il a également une histoire sociale. C'est-à-dire qu'il va être... certains éléments vont être rehaussés, d'autres vont être édulcorés, par l'intermédiaire d'un certain nombre de mécanismes, alors qui sont décrits... là aussi, qui sont plus ou moins connus, qui sont décrits par les sociologues, par les historiens sociaux qui s'intéressent à ces phénomènes, par les chercheurs qui travaillent sur les médias, etc. Et donc là, si on veut avoir... Alors évidemment, c'est quelque chose de très ambitieux et de très complexe, mais si on veut avoir une vision la plus précise possible de ce devenir du souvenir, il faut bien que l'on essaie... en mettant en commun nos méthodologies, nos modèles, il faut mettre en commun cette évolution du souvenir social, si on peut l'appeler comme ça, et cette évolution du souvenir individuel. Voilà un exemple qui me paraît tout de suite emblématique et timely, c'est-à-dire vraiment
très très actuelle pour montrer que si on veut évoluer dans notre science de la mémoire, on est obligé de se tourner, et c'est une obligation qui est bien agréable, on doit se tourner vers d'autres disciplines. Si on prend l'exemple de la maladie d'Alzheimer, ce qu'on sait de la maladie d'Alzheimer, on a travaillé sur ce sujet, on sait que ces malades ont tendance à perdre leurs souvenirs. Ils ont des difficultés, bien sûr, à former de nouveaux souvenirs. Ça, je ne sais pas de ça dont il est question dans ce que je veux dire là. Mais ils perdent leurs souvenirs du passé. Et on le sait également, et on l'a montré également, ils perdent également des connaissances générales de leur passé. Soit des connaissances générales sur eux-mêmes. Mais cette dissolution des souvenirs et des connaissances, elle ne se fait pas de façon anarchique, chaotique. En fait, elle respecte un certain gradient. C'est quelque chose qui avait été décrit il y a très longtemps par un chercheur français qui s'appelait Théodule Ribot. Et ça a été remis au goût du jour très récemment, il y a une dizaine d'années, par différentes équipes de par le monde, y compris dans notre unité, où on a fabriqué une méthodologie qui a permis de montrer ce gradient temporel, à savoir que les patients qui ont une maladie d'Alzheimer, contrairement à d'autres malades qui ont une maladie dégénérative différente, les malades d'Alzheimer ont tendance à avoir une relative préservation de leur passé lointain. Les patients vont être en quelque sorte décalés dans le temps. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une certaine représentation d'eux-mêmes, mais cette représentation d'eux-mêmes va être, ce que je vous dis, schématique, bien sûr, c'est pas bien sûr en tout ou rien. Le curseur ne remonte pas le temps comme le ferait une machine à remonter le temps. C'est bien sûr un peu plus compliqué que cela, et pas aussi strict que ça, mais la personne, en quelque sorte, va se retrouver dans un passé ancien. Dans un passé ancien très différent du passé tel qu'elle le voyait ou tel qu'elle le verrait si elle n'était pas malade. À savoir un passé qui n'a pas été modifié par elle, d'accord, et un passé qui n'a pas été forcément modifié par la société. Alors, ça, c'est très difficile. Ce que je vous dis là est très difficile parce que ce ne sont pas des recherches qui ont été complètement menées in extenso. Ce sont des recherches qu'il faudrait mener justement avec des historiens pour voir si la perception du malade, la représentation du malade, eh bien, correspond plutôt à un souvenir de cet événement comme si la personne était vraiment retransposée dans un passé ancien, ou si cette transposition est tout de même modifiée par ce qu'a vécu la personne. Ça, je veux dire, c'est une question qui est très importante, qui est très intéressante, qui peut expliquer le fait que le malade, en fait, il est doublement décalé dans le temps. Il est décalé dans le temps parce qu'il se retrouve, avec des guillemets, dans une époque antérieure, mais cette époque antérieure ne correspond pas à l'époque antérieure telle qu'elle est perçue actuellement par l'interlocuteur. Si ce trouble de la temporalité, si on le prend à la lettre, si la maladie d'Alzheimer, c'est vraiment un gradient qui fait que les souvenirs se désagrègent, j'aime pas trop ces termes-là, mais les souvenirs récents, c'est quand même bien ça qui se passe. C'est comme un pull qui se détricote. Voilà. Je trouve que et plus on va, et plus ce qui est relativement préservé, c'est quelque chose de très ancien, qui du coup va un peu submerger la personne. Parce que la personne, il faut bien qu'elle ait des souvenirs, il faut bien qu'elle se raconte une histoire, il faut bien qu'il y ait une cohérence. Donc, et si ces souvenirs n'ont pas été transformés, modifiés, etc., c'est ça, il y a une question un peu difficile, c'est-à-dire que le travail de la mémoire, c'est aussi transformer
la représentation de l'événement vécu. Mais si ce travail disparaît lui aussi, vous voyez, on arrive en fait à un sujet qui retrouve des représentations mentales du passé sans le travail de transformation de la mémoire. C'est là que je parle du fait que le sujet, que le patient Alzheimer se trouve en fait doublement décalé par rapport à son interlocuteur. Bon, le gradient temporel, ça on est sur du solide, on a même des arguments en imagerie qui accompagnent ce gradient temporel. Donc ça c'est sur du solide. La suite de ma réponse, c'est de l'ordre de l'hypothèse et qui n'est pas facile à vérifier. L'autre élément qui valide le modèle, qui est très important, c'est qu'on a montré des résultats inverses dans d'autres maladies, ou des résultats différents dans d'autres maladies. Par exemple, il y a une maladie dégénérative qui s'appelle la démence sémantique, qui est dominée, tout du moins au début de la maladie, par l'importance des troubles de la mémoire sémantique, y compris de la mémoire sémantique personnelle. Et là, en fait, on a un gradient dans l'autre sens, c'est-à-dire au détriment des souvenirs les plus anciens. C'est-à-dire que là, cette fois-ci, vous voyez, c'est très surprenant d'ailleurs, c'est l'ancien qui s'efface avant le récent. C'est-à-dire que le récent, les patients continuent pendant un certain temps de former des souvenirs au jour le jour, alors qu'ils perdent toute leur connaissance du passé. Donc, vous voyez, le fait qu'on ait ce qu'on appelle dans notre jargon cette dissociation inverse, eh bien, donne beaucoup de poids à notre modèle. Ce que ça ne veut pas dire ça signifie qu'on n'est pas simplement dans des considérations de complexité de tâches, etc., mais qu'on est bien sur des phénomènes distincts. Le paradoxe, je sais pas, je dis ce mot-là, mais enfin, c'est le problème, disons, de tout ça, c'est que évidemment, il n'y a pas de mémoire sans oubli. Ça, Alzheimer ou pas, on est complètement. Sans ça, c'est plus de la mémoire, c'est du stockage, c'est rien. Enfin, je veux dire, c'est monstrueux même. Ça n'existe pas. Or, c'est bien le problème. Enfin, je veux dire, c'est bien ce qui est au centre de la question, c'est-à-dire c'est l'oubli. Mais c'est pas le même oubli. C'est pas le même mode d'oubli et l'oubli, mais c'est ce que vous dites quand même, il me semble. C'est-à-dire que l'oubli, c'est actif, même si c'est inconscient. Je veux dire, c'est travailler la mémoire. Alors, ça donne une inconnue, au sens mathématique, qui rend les choses très compliquées, ça, je trouve. Parce que l'interlocuteur dont vous parlez, il travaille sur l'oubli. Le mémoire et oubli, c'est un duo assez infernal. Et c'est peut-être d'ailleurs un duo tellement infernal que, au bout du compte, bon, il y a bien sûr tous les. Ma réponse est un peu simpliste, mais le relatif échec, il faut bien dire, des thérapeutiques de la mémoire, enfin, des médicaments de la mémoire, c'est quand même un problème majeur sur lequel on bute. On assiste, enfin moi j'assiste depuis 30 ans que je travaille sur le sujet. J'ai la chance d'assister à une évolution des connaissances absolument remarquable. D'une année sur l'autre, quand on va dans les congrès, on voit les progrès dans la connaissance des phénomènes physiologiques concernant la mémoire, tout le champ théorique de la mémoire qui devient extrêmement riche, où on atteint des notions dont on n'osait pas parler il y a 10 ou 15 ans. Et puis la connaissance des mécanismes pathologiques d'une maladie comme l'Alzheimer, c'est fantastique. Et on n'enseigne plus du tout les choses comme on pouvait les enseigner il y a 10 ou 15 ans. Mais à côté de ça, bon, c'est vrai que les thérapeutiques restent très limitées. Les thérapeutiques vraiment qui concernent la maladie elle-même. Je ne parle pas des prises en charge des patients, où là aussi il y a des progrès qui sont très intéressants. Alors peut-être qu'au cœur de cette difficulté majeure, il y a ce couple mémoire-oubli. C'est-à-dire que pour que la mémoire fonctionne, il faut qu'elle oublie. Et donc là, on est devant, vous avez parlé de paradoxe, on est devant un paradoxe, parce qu'on peut pas, on peut pas
corriger l'oubli. Si on corrige l'oubli, en fait, on rend la mémoire encore plus malade qu'elle ne l'était. Une situation pathologique, qui est malheureusement assez fréquente, c'est l'état de stress post-traumatique. L'état de stress post-traumatique, par certains aspects, c'est une mémoire qui fonctionne trop. Vous voyez, on voit une mémoire qui fonctionne trop, une mémoire qui va rester dans le présent du sujet, avec des images extrêmement précises, tout du moins certains aspects de certaines images très précis. Et c'est une mémoire qui n'est pas, sont des images qui ne sont pas intégrées justement à ce phénomène de synthèse, de reconstruction de la mémoire, de consolidation, qu'on appelle parfois consolidation. C'est un terme consacré qui n'est pas très bon parce qu'il met l'accent simplement sur ce qui est, sur ce qui est gardé et pas sur ce qui est édulcoré. Mais on est dans ce genre de phénomène. Alors, ce phénomène d'oubli, hein, c'est-à-dire qu'on va travailler sur des durées relativement longues. Peut-être qu'on ne l'a pas, quand je dis on, quand les scientifiques l'ont pas totalement pris à bras le corps, l'ont totalement cerné, parce que c'est plus difficile à étudier que les phases d'encodage ou de récupération. On peut jouer sur différentes variables. Là, c'est beaucoup plus complexe. Déjà, il faut travailler sur des durées longues, donc sur le plan méthodologique, c'est beaucoup plus lourd. Et puis, il faut imaginer des paradigmes qui sont certainement plus difficiles à imaginer que des paradigmes qui jouent sur l'encodage et la récupération. Bon, on vient de publier un travail que j'aime bien avec Géraldine Roche, un travail qui vient d'être fait à Caen, où en fait, on s'intéresse à ce phénomène. Bon, alors c'est une étude qui est comme toutes les études, qui est réductrice. Le matériel est relativement simple, ce sont des images, et donc on montre au sujet un certain nombre d'images, on demande de les décrire, etc. À la fois, c'est une étude à la fois comportementale et en imagerie fonctionnelle, utilisant l'IRM fonctionnel, et les sujets doivent reconnaître ces images 3 jours après et 3 mois après. Et dans nos méthodologies, on a des techniques qui permettent, que je ne détaille pas ici, qui permettent de repérer la qualité du souvenir qui est rappelé par le sujet. Donc le sujet encode, il rappelle 3 jours après et il rappelle 3 mois après. Et on suit comme ça le devenir des souvenirs de l'information qui a été proposée au temps T1. Donc donc on s'intéresse principalement aux souvenirs qui sont récupérés par le sujet, mais schématiquement dans 2 conditions. Il y a des souvenirs qui vont être récupérés comme des vrais souvenirs au bout de 3 jours, qui vont rester des vrais souvenirs au bout de 3 mois, c'est-à-dire que le sujet est capable de décrire le contexte dans lequel il a créé ce souvenir, etc. Vous voyez, le souvenir est très précis. Et puis il y a d'autres situations où le sujet est capable de récupérer l'information, mais avec beaucoup moins de détails, les éléments contextuels disparaissent, etc. Et l'imagerie nous montre qu'une région du cerveau est indispensable pour récupérer ce souvenir même. Vous voyez, là on est dans du très long terme, 3 mois, c'est dans des expériences de ce type, c'est vraiment du très long terme. Donc l'hippocampe permet de rappeler ce souvenir dans sa plénitude, et au contraire, quand le sujet sait qu'il a vécu cette information, mais sans pouvoir donner de détails contextuels, de détails contextuels, et bien cette fois-ci, on observe des activations néocorticales. Comme si il n'y a pas une bonne situation et une mauvaise situation, il y a une situation qui est restée un souvenir épisodique, qui correspond à un souvenir épisodique, et une situation qui correspond à un souvenir qui s'est sémantisé au fil du temps. Il n'y a pas bien et mal, il y a 2 situations différentes qui correspondent au travail de notre mémoire. Notre mémoire, elle est faite pour former des souvenirs, si on peut dire,
Et puis elle est faite pour former d'autres types de représentations, notamment des représentations sémantiques. C'est-à-dire qu'on apprend des choses, on sait que telle chose, ça fonctionne de telle façon, on n'a pas forcément besoin de se souvenir du moment où on a appris cette information. Il y a des tas de choses qu'on sait sur le monde, il y a une multitude de choses que l'on sait sur le monde, sans savoir quand ou comment on a appris cette chose. Donc les deux sont intéressantes pour notre fonctionnement mental. Alors là aussi, c'est ce qui fait la complexité et peut-être aussi le charme de l'étude de la mémoire, mais avec des fois des résultats un peu contradictoires. Par exemple, le rôle de l'émotion, c'est un rôle qui est très subtil. C'est-à-dire que de façon générale, l'émotion va favoriser la création du souvenir jusqu'à un certain point. C'est l'exemple que nous prenions de l'état de stress post-traumatique. L'état de stress post-traumatique, c'est quoi? C'est un sujet qui est confronté à soit lui-même, soit il est le témoin d'une situation insupportable. Une situation insupportable. Et donc cet excès d'émotion va faire en sorte que justement le souvenir va être, dès sa source, va être totalement modifié, certains aspects vont être rehaussés jusqu'au point d'envahir la vie du sujet, parfois pendant plusieurs semaines et parfois même au-delà, et puis d'autres aspects vont être complètement occultés. Si on prenait 3 mots, comme ça, mémoire, identité, Alzheimer, mais j'ai envie de rajouter d'ailleurs normalité, enfin entre guillemets évidemment, ouais. mais disons repère plutôt, voilà, point de repère, parce que les écarts sont pas toujours là où on pense. Enfin... Alors, mémoire, identité, maladie d'Alzheimer et repère, c'est-à-dire normalité, pas normalité, comment on peut décrire cette histoire-là? Là aussi, c'est un exemple de collaboration obligée, tout du moins utile, entre des neuroscientifiques, neuropsychologues, enfin, type de chercheurs que je représente, et des disciplines qui sont plus de l'ordre des sciences humaines et sociales et aussi de la philosophie. La philosophie, là, nous aide parce que les modèles de la mémoire, s'ils intègrent ces notions d'identité, de soi, de self, il y a différents termes qui cohabitent, qui ne sont pas toujours faciles à manipuler. Quand on aborde ces termes-là, c'est vrai que on a besoin de modèles qui sont des modèles très complexes et sur lesquels on réfléchit les philosophes. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va forcément adopter les conceptions philosophiques, il faut aussi qu'on conserve des méthodologies scientifiques, mais disons que là, je trouve que la relation, le dialogue est extrêmement fructueux. Alors, comment tout ça s'est passé dans... Bon, il y a cette histoire des maladies de la mémoire, donc l'histoire des maladies de la mémoire qui remonte à peu près à 150 ans, avec des chercheurs, à l'époque on les appelait pas comme ça, qui étaient plutôt des cliniciens-chercheurs, qui ont décrit des patients, qui ont montré que ces patients pouvaient être amnésiques. C'est par exemple le syndrome de Korsakoff. Mais tout en étant amnésiques, eh bien, ces patients conservaient certains aspects de leur mémoire qui étaient intègres. Donc ça, c'est vraiment un élément très important qui a été repris dans les années 1950, 1960 et puis plus récemment. Et disons que schématiquement dans les années 80, on est arrivé... grâce à ces études, grâce à ces patients, ces études qui ont été faites avec des patients, et puis avec d'autres sources de données que je détaille pas, on est arrivé à une certaine représentation de la mémoire formée de différents systèmes. Alors, évidemment, tous les chercheurs ne sont pas d'accord sur le nombre de systèmes, comment tout ça est organisé, mais disons qu'il y a un relatif consensus pour dire qu'effectivement, cette façon de concevoir la mémoire, c'est une façon de concevoir la mémoire qui est heuristique, qui nous permet de continuer à avancer, etc.
Et il y a une opposition qui s'est révélée particulièrement pertinente et qui va être reprise dans le domaine des liens entre mémoire et identité, c'est l'opposition entre mémoire épisodique et mémoire sémantique. Donc, sur lequel je vais revenir un petit peu, parce que c'est sur ce canal-là que vont se construire un certain nombre d'observations cliniques qui vont nous permettre de poser des jalons sur ce qu'est potentiellement, ce que sont les liens entre mémoire et identité, tels qu'on peut les décrire aujourd'hui, et est-ce que ça peut également nous apprendre pour la prise en charge des patients, même s'il faut rester extrêmement prudent. Alors, d'abord, l'opposition mémoire épisodique, mémoire sémantique. Bon, je ne vais pas reprendre tous les travaux qui ont été faits sur la question. L'auteur clé dans ce domaine, c'est Endel Tulving, qui est un grand chercheur d'origine estonienne qui a fait sa carrière en Amérique du Nord et qui a proposé cette distinction, notamment en décrivant un patient qui s'appelle Kissy. C'est un patient qui avait été victime d'un accident de la voie publique et qui est devenu amnésique, qui a une amnésie extrêmement sévère. Et je vais me concentrer un peu sur l'histoire de ce patient, tout en sachant que les liens, bien sûr, entre mémoire et identité, ça ne se résume pas à l'histoire de ce patient, mais que d'autres chercheurs ont travaillé sur le sujet de par le monde. Alors, ce patient, il avait comme particularité d'avoir une amnésie épisodique, c'est-à-dire une amnésie concernant ses souvenirs personnels, particulièrement importante, particulièrement intense, et ça a été très bien décrit par Endel Tulving et ses collaborateurs. Et ce qui a été surtout très bien fait, c'est de montrer que cette amnésie concernait à la fois la dimension antérograde, c'est-à-dire l'acquisition de nouveaux souvenirs, mais également le rappel de souvenirs du passé, d'un passé qui avait même été vécu avant que le patient devienne amnésique. Donc c'était à la fois une amnésie épisodique, antérograde et rétrograde. Et par contre, ce qu'a montré aussi l'équipe de Tulving, c'est que ce patient était capable de nouvelles acquisitions sémantiques. Il était capable, par exemple, d'apprendre de nouveaux concepts, même si c'était plus difficile que chez un sujet qui n'était pas amnésique. Et il était également capable, même là aussi si c'était plus difficile que chez tout un chacun, il était également capable de récupérer des connaissances générales sur lui-même d'avant son accident. Donc là aussi, on a cette dimension antérograde et rétrograde. Donc ça, c'est une description donc, qui est bien connue et qui est intégrée à nos modèles de mémoire, cette distinction mémoire épisodique, mémoire sémantique. Alors l'identité maintenant. Il y a un travail pionnier qui a été fait par Endel Tulving dans les années 90 avec son patient Kissy. C'est un travail qui est rapporté dans un chapitre de livre, hein, c'est même pas publié dans une revue scientifique, mais c'est très très souvent cité aujourd'hui par les auteurs qui travaillent sur les liens mémoire-identité. Alors la méthodologie est assez simple, c'est une méthodologie qui utilise des adjectifs qui permettent de qualifier des traits de personnalité, un trait de personnalité au sens très large. Alors, ce qui est important aussi pour comprendre la méthodologie, c'est que la personnalité de Kissy a changé entre avant son accident, l'accident qui l'a rendu amnésique, et après son accident. Avant son accident, schématiquement, il était décrit comme quelqu'un on va dire, d'extraverti, très très tourné vers le monde, voilà. Et puis ensuite, par contre, il était beaucoup plus réservé. Il répondait aux questions, il posait parfois quelques questions, mais il était beaucoup plus réservé. Et son entourage était d'accord pour dire qu'il avait changé de personnalité avant, après. Alors ça, c'est important, parce que le travail qui va être fait par Tulving et ses collaborateurs, ça va être un travail qui va être fait avec Kissy et avec la mère de Kissy.
et donc qui va être fait en 2 temps, hein. Je passe un petit peu sur les détails, mais où les chercheurs vont interroger Kissy sur ses traits de personnalité, comment il se perçoit, en jugeant donc si les adjectifs le qualifient ou non, donc avec un système de mode de réponse, avec une échelle. Et les questions qui sont posées à la mère sont un petit peu différentes, puisqu'on lui demande de renseigner ce questionnaire concernant Kissy avant son accident et après son accident. Et ce qui est intéressant, c'est de montrer que les chercheurs montrent qu'il y a une bonne correspondance entre les réponses de Kissy et les réponses de sa mère, le décrivant actuellement. Alors ça, c'est important parce que ça montre qu'un patient qui est profondément amnésique, hein, dont la mémoire épisodique est profondément atteinte, est capable de se qualifier. Hein, donc c'est bien sûr une évaluation imparfaite, hein, de l'identité. Hein. On ne peut pas résumer le terme d'identité, qui est un terme extrêmement composite et polymorphe, et polysémique, tout ce que vous voulez, à simplement, je crois que dans la méthodologie que je viens de décrire là, il y a 70 adjectifs. Hein. On ne peut pas réduire à 70 adjectifs qui sont censés décrire quelqu'un. Mais c'est quand même très intéressant de montrer que en quelque sorte, hein, c'est le message fort qui est donné par ce travail, c'est que ce patient a été capable de mettre à jour ses représentations identitaires. C'est-à-dire qu'il est conscient, même si sa conscience d'être amnésique est imparfaite, et ça pose encore un autre problème, c'est-à-dire qu'il est en partie inconscient de ses troubles de mémoire, c'est pas en tout ou rien, mais il est capable de se juger tel qu'il est aujourd'hui. Donc ça voudrait dire que notre identité, elle dépend beaucoup plus de nos connaissances générales que de notre mémoire épisodique. Ça ne veut pas dire que la mémoire épisodique, alors là je fais référence à des travaux plus récents, hein, je voulais citer le travail Princeps, il y a maintenant des travaux qui vont plus loin, hein, et qui montrent bien sûr que la mémoire épisodique, elle permet en quelque sorte de corriger, de moduler. Alors, pour ce qui est des relations, pour revenir à votre question des relations mémoire-identité, voilà un peu les débats qui ont lieu actuellement. Il y a un auteur que je trouve très intéressant qui permet d'avancer sur le plan théorique sur ces relations mémoire-identité. C'est un chercheur américain qui s'appelle Stanley Klein, qui s'inspire d'ailleurs beaucoup des thèses de Tulving, mais je trouve très intéressant ces travaux sur l'identité, parce que je trouve qu'on est un petit peu au stade où on en était dans l'étude de la mémoire il y a une vingtaine d'années, où il y avait une profusion de termes, il y avait des expériences qui se faisaient, des études avec des malades, des prises en charge de patients. C'est un peu échevelé, hein, c'est une recherche assez difficile, parce qu'il y a des gens d'horizons divers, et c'est assez créatif, mais on manque encore de cadre général. Bon, la mémoire, les études sur la mémoire sont par contre beaucoup plus structurées, mais bon, si j'étais méchant, je dirais qu'il y a des choses qui tournent un peu en rond, hein, on pose un peu les mêmes questions sous des formes différentes, c'est moins intéressant. Puis il y a ces travaux sur l'identité là qui sont un peu échevelés, mais qui commencent à se structurer. Donc avec cette identité qu'on avait tendance à rapprocher peut-être trop de la mémoire épisodique. Hein, on avait cette tendance à dire oui, mon identité c'est mes souvenirs. Je pense qu'il y a beaucoup de travaux qui nous montrent que le socle d'identité, c'est pas suffisant, hein, ce que je dis. Hein. Il y a bien sûr beaucoup d'autres ingrédients qui vont entrer en ligne de compte, mais le socle de l'identité, il est beaucoup plus fondé sur une sémantique personnelle. Donc ça va être le cadre général. Puis après, il va y avoir des spécificités.
Alors, une des spécificités, c'est le fait que la mémoire épisodique va intervenir, hein, dans la précision, dans la force, en quelque sorte, de cette identité. Ça, c'est un élément qui est important. Et puis, un autre élément, et ça, c'est une des idées de Klein, il faut lui reconnaître ça, c'est quelque chose qu'il a décrit dans différentes pathologies. Ce qu'il montre, c'est que les connaissances de nos propres traits de personnalité, c'est quelque chose d'extrêmement résistant. Il parle de résilience, hein, il utilise le terme de résilience pour... et il en fait un module à part. Alors, je ne sais pas si ça mérite... enfin, c'est un schéma, hein, vous voyez, les neuropsychologues sont très productifs de schémas. Hein, c'est une façon de s'exprimer comme une autre, c'est une façon de réfléchir. Il ne faut bien sûr pas prendre ça au pied de la lettre. Mais c'est quand même très intéressant. Parce que là, ça nous renvoie aussi à un élément de votre question, de la normalité, de comment comparer avec le normal, etc. Et puis aussi les liens avec les concepts de la philosophie. Alors, on a fait une étude à Caen, là, qui n'est pas encore publiée, une étude que j'aime bien, où on a travaillé avec des patients qui ont une maladie d'Alzheimer. Il y a eu aussi d'autres études qui ont été faites sur le sujet. Et comment on pourrait qualifier en quelques mots l'identité, si c'est possible, surtout le sentiment d'identité chez des patients Alzheimer, surtout dans les stades sévères, hein, de la maladie. C'est surtout là où les problèmes se posent et où sont intéressants. Et puis il y a également la dimension éthique qui est très intéressante. Mais l'étude qu'on a fait à Caen, à côté de Caen, dans une institution qui s'appelle les Pervenches à Biéville-Beuville, c'est qu'on a comparé un groupe de patients Alzheimer à un stade modéré, hein, et des sujets qui vivaient en institution mais qui n'étaient pas malades, mais qui vivaient donc tout de même en institution. Donc on était dans un cadre assez intéressant pour comparer ces deux groupes de sujets. Et là, on a utilisé des questionnaires que je décris pas, mais qui sont des questionnaires beaucoup plus complets. Hein. C'est beaucoup plus que les simples adjectifs là, sur lesquels on qualifie simplement oui, ça me convient, ça me convient pas. On a utilisé des grilles assez complexes pour véritablement faire si on peut dire, une espèce de photographie structuro-fonctionnelle de l'identité des patients et des témoins. Et ce qui est important, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les patterns des deux groupes sont relativement proches. Hein, c'est certainement un des points les plus intéressants de l'étude. Et puis, deuxième élément qui est intéressant, c'est qu'on a proposé cette évaluation à 2 moments, à 15 jours d'intervalle. Et alors que les patients ne se souvenaient pas même d'avoir passé cet examen, hein, avec ces questionnaires à remplir, etc., eh bien, ils ont donné des réponses extrêmement proches. Ça, en neuropsychologie, c'est important. Ça montre la validité, enfin, cette stabilité des réponses montre la validité de la méthodologie que l'on a utilisée. Et en même temps, donc, ce que l'on montre, c'est que ces patients sont également complètement décalés dans le temps. C'est-à-dire qu'ils donnent un âge qui correspond en gros à 15 ou 20 ans en deçà de leur âge chronologique, de leur âge réel. Donc tout ça ramené à ce que je décrivais auparavant, hein, du décalage dans le temps. Ça montre des patients qui se décrivent donc avec une certaine cohérence identitaire, mais une cohérence identitaire qui est décalée dans le temps. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire aujourd'hui, enfin, de ce que je sais, hein, du sentiment d'identité dans la maladie d'Alzheimer. Un sentiment d'identité qui serait relativement préservé, hein, c'est-à-dire avec une architecture qui reste relativement préservée. Quand on utilise des outils qui permettent de l'approcher, je mets quand même cette petite réserve. C'est pas forcément facile. Il faut se donner les moyens de cet accès aux patients. Il faut utiliser des méthodologies de neuropsychologie qui sont un peu ethnographiques ou anthropologiques, pour reprendre vos mots tout à l'heure. Bon, j'ai bien voulu insister sur le fait qu'on est sur ces liens mémoire-identité
maladie d'Alzheimer, hein, puisqu'on s'intéresse avant tout à la maladie d'Alzheimer. J'ai pris l'exemple des amnésiques, des syndromes amnésiques non d'Alzheimer, parce que, en quelque sorte, c'est eux qui ont montré la voie les premiers. Et c'est très important de distinguer le pattern que l'on observe chez eux et le pattern qu'on observe dans la maladie d'Alzheimer au stade sévère, avec cette absence de mise à jour et ce décalage dans le temps qui caractérise les seconds. Et en même temps, j'ai insisté, donc avec notamment ce qu'a montré Klein, sur cette préservation. Hein, donc l'Alzheimer, il se caractérise d'une part par une absence de mise à jour, hein, cette espèce de décalage dans le temps, et en même temps, et c'est vrai aussi dans d'autres pathologies, par une préservation d'un noyau dur de l'identité. Noyau dur, le terme est peut-être pas très heureux, mais c'est parfois repris hein, sous des formes avec à peu près la même connotation. Donc ça, c'est une photographie qui me paraît intéressante. Alors comment placer ça dans une théorie? La rencontre avec les philosophes, bon, il y a beaucoup de philosophes qui se sont exprimés sur les liens mémoire-identité. C'est pas à moi d'en faire la synthèse ici. Il y a bien sûr les phénoménologues, Husserl, d'autres avant lui, d'autres après lui. Paul Ricoeur a proposé les termes de mêmeté et d'ipséité. Le mêmeté, ça correspond schématiquement à ce noyau dur qu'on vient d'évoquer, qui serait préservé, hein, qui ferait que le patient, c'est toujours le patient. Il est toujours lui-même, il est toujours aussi lui-même pour les autres, et cette mêmeté serait préservée. C'est cette ipséité qui fait que on change au fil du temps. Moi, je suis plus le même que j'étais à 20 ans, j'ai pas les mêmes intérêts, je vais pas me définir de la même façon aujourd'hui que je pouvais me définir il y a 20 ans. C'est cette ipséité qui est altérée, hein. Elle n'est pas forcément... c'est pas en tout ou rien, bien entendu, il ne faut pas présenter les choses de façon caricaturale. Mais je pense qu'on peut donner cette ligne de force-là. Je pense que c'est utile. À la fois, ça permet de montrer, de comprendre les changements chez la personne. Justement, là, en l'occurrence, l'absence de changement. C'est pas rien que ces changements se trouvent d'une certaine manière effacés. Donc il faut intégrer ça pour comprendre un certain nombre de comportements de la personne. Et en même temps, ça fait que la personne, elle est bien là. Elle est bien là parce que elle est là comme avant, mais dans le passé. Autre façon de voir les choses, c'est de revenir à... Ça, c'est une idée qui m'est plus propre. C'est de revenir à ce lien entre mémoire épisodique et mémoire sémantique. Handel-Tulving, et c'est une idée qu'on a reprise avec Béatrice Desgranges dans un modèle qu'on a proposé, qui s'appelle Mnesis. On insiste beaucoup sur le fait que la mémoire sémantique, les connaissances sémantiques, les connaissances sur le monde, mais y compris les connaissances sur soi, elles sont beaucoup acquises chez l'enfant, chez le jeune enfant, à un moment même où la mémoire épisodique n'est pas opérationnelle. La mémoire épisodique, elle va se mettre en place beaucoup plus tard. La mémoire épisodique, elle commence à se mettre en place vers l'âge de 6-7 ans, et puis elle continue de prendre son envol, si on peut dire, jusqu'à l'adolescence, hein, où là, les changements sont plus fonctionnels, ils ne sont pas vraiment de structure après. Donc ça, c'est une notion très importante. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'éléments qui correspondent à nos connaissances sur le monde, mais qui correspondent aussi à ce que l'on connaît de soi-même, qui vont être acquises avant même que la mémoire épisodique soit opérationnelle. Et puis ensuite, bien sûr, la mémoire épisodique va contribuer à l'acquisition de nos connaissances. C'est quelque chose qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que nos souvenirs, une grande partie de nos souvenirs va avoir tendance à se sémantiser. C'est-à-dire qu'une première fois j'ai pris le train, je me suis souvenu de ce jour j'avais pris le train, puis après j'ai pris le train, et j'ai oublié le premier jour où j'ai pris le train. Par contre, je sais prendre le train. En fait, si on veut mettre en parallèle ce concept de mêmeté, ce concept d'ipséité, et ce que l'on connaît du fonctionnement de ce duo complexe, très important, épisodique sémantique, moi j'aurais envie de faire ce lien entre
une mémoire basique, hein, une identité basique, qui serait fondée sur une époque de notre vie où on a acquis des connaissances, où nous avons été capables d'acquérir des connaissances, des nouveaux, comme ça, des connaissances qui se sont imposées à nous. Et puis ensuite, une autre période où, bien sûr, ce mode de fonctionnement a continué de fonctionner, mais où cette construction identitaire a été beaucoup alimentée par la mémoire épisodique. Et ce serait un type de construction identitaire qui, par définition, serait plus fragile et serait amené à être réalimenté en permanence. Cette notion d'ipséité, telle que je la conçois dans mon filtre de neuroscientifique, c'est quelque chose qui doit être réalimenté en permanence ou régulièrement par la mémoire épisodique. C'est ce qui fait qu'elle va, par définition, se transformer. La notion d'ipséité, c'est bien ça. C'est une identité. Bon, si je forme des souvenirs, si je choisis tel ou tel type de souvenir, parce que bien sûr je vais faire un choix dans ces souvenirs, c'est en relation avec ce que j'étais auparavant. Donc il y a un sentiment de continuité. La mémoire épisodique, elle est aussi pour faire en sorte que j'ai une continuité, pour donner du sens. C'est-à-dire que même si, à un moment donné, j'ai un changement important dans ma vie, eh bien, ce changement, il faut qu'il soit intégré à ma trajectoire de vie. Et donc, ce serait toute cette partie de cette connaissance de moi-même qui est alimentée en permanence par la mémoire épisodique, qui est quand même attaquée en priorité dans la maladie d'Alzheimer, qui serait la partie d'identité la plus fragile. Et qui ferait qu'au bout du compte, quand on a affaire à ces patients, on a des patients qui ont un profil très particulier, mais je pense qu'on peut le comprendre de cette façon. Et donc ces patients nous apprennent beaucoup sur la mémoire, sur la structure de la mémoire, sur le fonctionnement de la mémoire, sur les interactions mémoire-identité, conscience. Mais à contrario, je pense que ces connaissances sont importantes à transmettre aux personnes qui ont à travailler ou à vivre au quotidien avec les malades.